Au fond, ne me semble digne d'être raconté que les événements de ma vie par lesquels le monde éternel a fait irruption dans le monde éphémère. C'est pourquoi je parle surtout des expériences intérieures. Parmi elles, je range mes rêves et mes imaginations, qui constituèrent de ce fait la matière originelle de mon travail scientifique. Ils ont été comme un basalte ardent et liquide à partir duquel s'est cristallisée la roche qu'il m'a fallu tailler. Auprès des événements intérieurs, les autres souvenirs pâlissent. Voyages, relations humaines, milieux. Beaucoup de gens ont connu l'histoire de notre temps et ont écrit à son sujet. Il vaut mieux la lire dans leurs écrits ou se la faire raconter. Le souvenir des faits extérieurs de ma vie s'est, pour la plus grande part, estompé dans mon esprit ou a disparu. Mais les rencontres avec l'autre réalité, la collision avec l'inconscient, se sont imprégnées de façon indélébile dans ma mémoire. Il y avait toujours là abondance et richesse. Tout le reste passe à l'arrière-plan. C'est ainsi que les êtres, eux aussi, ne sont devenus pour moi d'impérissables souvenirs que dans la mesure où leur nom était depuis toujours inscrit dans le livre de mon destin. Faire connaissance avec eux équivalait à un ressouvenir. Cette émission est bâtie autour d'un entretien accordé par Jung en 1959 pour la BBC au journaliste anglais John Freeman. Jung allait alors faire 84 ans et mourut 2 ans après. Cet entretien est le dernier qu'il ait accordé de son vivant. Do you remember the occasion when you first felt consciousness of your own individual self? That was in my 11th year. There I suddenly, on my way to school, I stepped out of a mist. It was just as if I had been in a mist, walking in a mist, and I stepped out of it and I knew I am. I am what I am. And then I thought, but what have I been before? And then I found that I had been in a mist. Not knowing to differentiate myself from things. I was just one thing among many things. Now, was that associated with any particular episode in your life, or was it just a normal function of adolescence? Well, that's difficult to say. As far as I can remember, nothing had happened before that would explain this sudden coming to consciousness. You hadn't, for instance, been quarreling with your parents or anything? No. What memories have you of your parents? Were they strict and old-fashioned in the way they brought you up? Oh, well, you know, they belonged to the later parts of the Middle Ages. And my father was a parson in the country, and you can imagine what people were then, you know, in the 70s of the past century. They had the convictions in which people have lived since 1,800 years. How did he try to impress these convictions on you? Did he punish you, for instance? Oh, no, not at all. No, he was very liberal, and he was most tolerant, most understanding. Which did you get on with more intimately, your father or your mother? That's difficult to say. Of course, one is always more intimate with the mother. But when it comes to the personal feeling, I had a better relation to my father, who was predictable, than with my mother, who was, to me, a very problematical something. So, at any rate, fear was not an element in your relation with your father?
Not at all. Did you accept him as being infallible in his judgments? Oh no, I knew he was very fallible. How old were you when you knew that? Now let me see. Perhaps 11 or 12 years old. It was hanging together with the fact that I knew I was. And from then on, I saw that my father is different. Yes. So the moment of self-revelation was closely connected with realizing the fallibility of your parents. Yes, one could say so. Now, what about... But I realized that I had fear of my mother, but not during the day. There she was quite known to me and predictable, but in the night I had fear of my mother. And can you remember why? Can you remember what that I have not the slightest idea why. No. Jung vient de dire que un jour il est sorti du brouillard et il a compris qu'il était, qu'il existait. Mais à cet instant, il a aussi su que son moi n'était pas tout à fait assuré. Nous savons en effet qu'il avait des émotions puissantes, des rêves troublants, impressionnants. Il se sentait double. Pour une part, dans un monde clair où il s'orientait bien, mais d'autre part, montaient en lui des images, des rêves, des impulsions, des peurs. Et d'une façon tout à fait naturelle, spontanée, il éprouvait aussi sa mère comme double, pour une part claire, douce, et puis soudainement dangereuse, violente et sombre, comme la forêt qui entourait la maison paternelle à Laufen, près de Bâle. Dangereuse comme le vent, comme les cris des animaux, comme les ombres dans la nuit tombante. En somme, sa mère, avec ses grondements soudains, qui faisaient trembler sa personnalité naissante et la faisaient tomber dans les obscurités de la peur de ne plus exister, était la nuit comme la forêt, l'expérience concrète et extérieure qui faisait écho à l'expérience intérieure de ses impulsions soudaines, de ses craintes et de ses pensées qui montaient en lui, qui montaient d'où justement d'une partie de lui-même pas assurée, peu claire, sombre, peu connue, inconnue même, inconsciente. We lived in the country, and I had no brother and no sister. My sister was born very much later, when I was 9 years old. And so I was used to be alone, but I missed it. I missed company. And in school it was wonderful to have company. But soon, you know, in a country school, naturally, I was far ahead. And then I began to be bored. What sort of religious upbringing did your father give you? Oh, we were Swiss Reformed. And did he make you attend church regularly? Oh, well, that was quite natural. Yes. Everybody went to church on Sunday. And did you believe in God? Oh, yes. Do you now believe in God? Now? Difficult to answer. I know. I don't need to believe. I know. Lorsque Jung dit qu'il ne croit pas mais qu'il le sait à propos de la question de Dieu, il faut savoir faire la différence entre ce qui est sa position personnelle et ce qui est sa position de savant. En tant que savant, il a toujours dit que, évidemment, il ne pouvait se fonder que sur des faits et donc sur ce qu'il rencontrait dans sa pratique, en particulier dans sa pratique psychologique et clinique. De ce point de vue-là,
il est certain que dans l'inconscient de l'homme, et lorsque cet inconscient est négocié dans ce qu'il appelle lui-même l'âme de l'homme, il y a un centre qui est l'image de Dieu, ce qu'on appelle traditionnellement l'imago Dei, et que c'est autour de ça que l'homme peut se construire dans la relation avec cette image de la divinité. Mais par ailleurs, Jung a toujours dit, d'un point de vue personnel, qu'il ne pouvait pas, ce qui poursuit sa position de savant, qu'il ne pouvait pas se contenter de la simple croyance, comme il l'avait vu par exemple chez son père, qui croyait sans comprendre quoi que ce soit à ce à quoi il croyait, mais qu'il avait besoin réellement d'avoir des raisons de croire à quelque chose. Et de ce point de vue-là, il retrouve sans aucun doute l'une des intuitions gnostiques les plus profondes, si l'on prend bien entendu ce mot de gnose à son sens réel, c'est-à-dire celui de connaissance, c'est qu'il ne peut pas croire, lui, personnellement, en Dieu, s'il n'a pas une connaissance qu'il arrivait à acquérir de cette divinité dans son expérience personnelle. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, il est au-delà même de la croyance, il y a une connaissance qu'il a éprouvée à l'intérieur même de sa vie. Écoutez, je commence par le néant. Le néant est identique à la plénitude. Dans l'infini, le plein ne se distingue pas du vide. Le néant est vide et plein. Vous pouvez tout aussi bien dire autre chose du néant. Par exemple, qu'il est blanc ou noir, ou qu'il n'existe pas, ou bien qu'il existe. Un infini éternel n'a pas de qualité, car il a toutes les qualités. Le néant ou la plénitude, nous l'appelons le plérum. En lui, la pensée et l'existence cessent, car l'éternel et l'infini n'ont pas de qualité. Originally, I wanted to be an archaeologist. Assyriology, Egyptology, or something of the sort. I hadn't the money. The study was too expensive. So my second love then belonged to nature, particularly zoology. And when I began my studies, I inscribed in the so-called philosophical faculty 2, that means natural sciences. But then I soon saw that the career that was before me would make a schoolmaster of me. I never thought I had any chance to get any further because we had no money at all. And then I saw that didn't suit my expectations, you know. I didn't want to become a schoolmaster. Teaching was not just what I was looking for. And so I remember that my grandfather has been a doctor, and I knew that when I was studying medicine, I had a chance to study natural science and to become a doctor, and a doctor can develop. You see, he can have a practice, he can choose his scientific interests more or less. At Olivans, I would have more chance than being a schoolmaster. Also, the idea of doing something useful with human beings appealed to me. And did you, when you decided to become a doctor, have difficulty in getting the training at school and in passing the exams? I particularly had a difficulty with certain teachers that didn't believe that I could write a decent thesis. I remember one case where the teacher had the habit to discuss the papers written by the pupils, and he took the best first, and he went through the whole number of the pupils, and I didn't appear, and I was badly troubled over it, and I thought, well, it is impossible that my thesis can be that bad. And when he had finished, he said, there is still one paper left over, and that is the one by Jung. That would be by far the best paper if it hadn't been copied. He has just copied it somewhere, stolen. You are a thief, Jung. And if I knew where you have stolen it,
I would fling you out of school. And I got mad, and I said, this is the one thesis where I have worked the most, because the theme was interesting, in contradistinction, you know, to other themes which are not at all interesting to me. And then he said, you are a liar, and if you can prove that you have stolen that thing somewhere, then you get out of school. Très profondément déçu et blessé, je jurais de me venger du maître. Si j'en avais eu l'occasion, ce qui se serait passé aurait simplement relevé du droit du plus fort. Mais comment diable pouvais-je prouver que je n'avais pas copié ma dissertation? Ma tristesse et ma fureur menaçaient de dépasser la mesure. Mais alors se produisit quelque chose que j'avais déjà plusieurs fois observé. Un silence se fit soudain en moi, comme si l'on avait fermé une porte insonorisée, m'isolant d'une enceinte bruyante. Il existait à l'arrière-plan le sentiment d'une participation de quelque chose qui n'était pas moi, un peu comme si j'avais été touché par un souffle venu de l'univers astral et des espaces infinis, ou comme si un esprit invisible était entré dans la chambre, un esprit disparu depuis longtemps, mais qui serait continuellement présent dans l'intemporel et jusque dans un lointain avenir. When the time came that you qualified as a doctor, what made you decide to specialize in being an alienist? Yeah, that is rather an interesting point. When I had finished my studies practically, and when I didn't know what I really wanted to do, I had a big chance to follow one of my professors. He was called to a new position in Munich, and he wanted me as his assistant. But then, in that moment, I studied for my final examination. I came across the textbook, a textbook of psychiatry. Up to then, I thought nothing about it, because our professor then wasn't particularly interesting. And I only read the introduction to that book, where certain things were said about psychosis as a maladjustment of personality. That hit the nail on the head. In that moment, I saw I must become an alienist. My heart was thumping wildly in that moment. When I told my professor I wouldn't follow him, I would study psychiatry, he couldn't understand it. No, my friends, because in those days psychiatry was nothing at all. But I saw one great chance to unite certain contrasting things in myself, namely, beside medicine, beside natural science, I always had studied history of philosophy and such subjects. It was just as if suddenly two streams were joining. Jung vivait en même temps l'attraction intense pour la nature, pour la réalité concrète, et l'attraction pour les créations culturelles, pour les arts, les littératures, l'histoire, et surtout la philosophie peut-être, et vivait d'une manière assez dramatique intérieurement la question de comment ces deux plans de la réalité pouvaient tenir ensemble dans sa personne. Or, il réalisait soudainement que la psychiatrie se situait justement à cheval de ces deux mondes
qui l'attirait, puisqu'elle posait la question des cas de faillite de cette imbrication de nature et d'esprit. Et réaliser que d'ici voué pouvait l'amener à mieux assouvir sa vraie passion de pénétrer la réalité humaine aussi complètement que possible. See, I finished my studies in 1900, and I met Freud only very much later. I read, in 1900 I already read his dream interpretation and the Freud studies about hysteria, but that was merely literary, you know. And then in 1907 I became acquainted with him personally. Will you tell me how that happened? Did you go to Vienna? Oh, well, I'd written a book about the psychology of dementia precox, as one called schizophrenia then. And I sent him that book, and thus we became acquainted. I went to Vienna for a fortnight then, and then we had very long and penetrating conversations. And that settled it. And this long and penetrating conversation was followed by personal friendship? Oh, yes. It soon developed into a personal friendship. And what sort of man was Freud? Well, he was a complicated nature, you know. I liked him very much. But I soon discovered that when he had thought something, then it was settled. While I was doubting all along the line. And it was impossible to discuss something really à fond. You know, he had no philosophical education, particularly, you see, I was studying Kant, and I was steeped in it, and that was far from Freud. So from the very beginning, there was a discrepancy. His approach was naturally different from mine because his personality was different from mine. That led me into my later investigation of psychological types. There are definite attitudes. Some people are doing it in this way and other people are doing it in the other typical way. And there were such differences between myself and Freud, too. Do you consider that Freud's standard of proof and experimentation was less high than your own? Well, you see, that is an evaluation I'm not competent of. I am not my own history or my historiographer. With reference to certain results, I think my method has its merits. Tell me, did Freud himself ever analyze you? Oh, yes. I submitted quite a lot of my dreams to him, and so did he. And he to you, yes? Oh, yes. 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 Do you remember now, at this distance of time, what were the significant features of Freud's dreams that you noted at the time? Well, that is rather indiscreet to ask. You know, there is such a thing as a professional secret. He's been dead these many years. Yes, but these regards last longer than life. J'ai eu un rêve à l'époque où je travaillais avec Freud. Je rêvais que j'étais chez moi, apparemment au premier étage, dans un agréable et confortable salon meublé dans le style du XVIIIe
XXe siècle. Je fus étonné de n'avoir jamais vu cette pièce auparavant et je commençais à me demander à quoi ressemblait le rez-de-chaussée. Je descendis et je découvris que les pièces étaient plutôt sombres, aux murs recouverts de boiseries, avec des meubles massifs datant du XVIe siècle ou même d'une période antérieure. Ma surprise et ma curiosité s'accrurent. Je voulais voir l'architecture totale de la maison. Je descendis dans la cave où je trouvais une porte donnant sur un escalier qui menait à une vaste pièce voûtée. Elle était pavée de grandes pierres et les murs semblaient très anciens. J'examinai le mortier et je découvris qu'il était mélangé d'éclats de briques. Manifestement, les murs étaient d'origine romaine. Ma curiosité ne cessait de croître. Dans un coin, je vis un anneau de fer fixé à une dalle. Je la soulevai et je vis un autre escalier, très étroit, menant à une sorte de caveau qui ressemblait à une tombe préhistorique contenant 2 crânes, quelques os et des fragments de poterie. Je me réveillai. Si Freud, lorsqu'il analysa ce rêve, avait suivi ma méthode consistant à explorer les associations qui s'y rapportent directement et son contexte, il eût entendu une très longue histoire. Mais j'ai bien peur qu'il l'eût écartée en la considérant comme une simple tentative d'échapper à un problème qui était en réalité le sien. Pour ce qui est de la différence d'interprétation des rêves entre Freud et Jung, il est intéressant de se rendre compte qu'ils prennent la relève d'une question qui a été débattue extrêmement longtemps dans notre civilisation, particulièrement à l'intérieur de l'Église catholique, à savoir, est-ce que le rêve est ce qu'on appelle théorématique, c'est-à-dire est-ce qu'il révèle directement une sorte de vérité qui lui serait interne, ou alors, au contraire, est-ce qu'il dérobe comme un secret, est-ce qu'il travestit une vérité qu'il s'agit de comprendre? Pour Jung, et de ce point de vue-là, il s'inscrit dans une très très longue tradition, par exemple dans la pensée indienne traditionnelle, ou bien alors dans un certain nombre de philosophies islamiques, ou tout simplement l'usage des rêves tel qu'on le trouve dans la Bible, c'est-à-dire qui sert de révélation. Pour Jung, donc, un certain nombre de rêves, au-delà de l'interprétation freudienne, même s'il ne la remet pas en cause, un certain nombre de rêves sont chargés de nous révéler quelle est la vérité la plus profonde de notre âme et doivent être soumis de ce point de vue-là, non pas à une interprétation telle qu'on l'entend d'habitude en psychanalyse, mais sans doute beaucoup plus à ce qu'il est convenu d'appeler une herméneutique, c'est-à-dire quelque chose qui va chercher le sens intérieur du rêve, qui l'amène au jour de la conscience, pour nous permettre de nous recentrer vis-à-vis de notre vérité intérieure et qui, en même temps, doit nous permettre d'aborder notre avenir, c'est-à-dire les métamorphoses de notre âme, pour l'amener à son accomplissement dernier. Can we move on to the time when you did eventually part company with Freud? It was partly, I think, with the publication of your book, The Psychology of the Unconscious. Is that correct? That was the real cause. Well, now, before you... Oh, I mean the final cause, because it had a long preparation. You know, from the beginning I had a reservatio mentalis. I couldn't agree with quite a number of his ideas. Which ones in particular? Well, chiefly his purely personal approach and his disregard of the historical conditions of man. You see, we depend largely upon our history. We are shaped through education, through the influence of the parents, which are by no means always personal. They were prejudiced or they were influenced by historical ideas or what I call dominance. And
And that is a most decisive factor in psychology. And we are not of today or of yesterday. We are of an immense age. was it not partly your observation, your clinical observation of psychotic cases, which led you to differ from Freud on this? It was partially my experience with schizophrenic patients that led me to the idea of certain general historical conditions. Is there any one case that you can now look back on and feel that perhaps it was the turning point of your thought? Oh, yes. I made quite a number of experiences of that sort, and I went even to Washington to study Negroes at the psychiatric clinic there in order to find out whether they have the same type of dreams as we have. These experiences and others led me then to the hypothesis that there is an impersonal stratum in our psyche. And I can tell you an example. We had a patient in the ward. He was quiet but completely dissociated, schizophrenic. And he was in the clinic already for over 20 years. He had come into the clinic, as a matter of fact, being a young man, a little clerk, and did no particular education. And once I came to the ward, and he was obviously excited and called to me, took me by the lapel of my coat and led me to the window and said, "Doctor, now you must see. Now look at it. Look up at the sun and see how it moves. You see, you must move your head too, like this, and then you will see the follows of the sun. And, you know, that's the origin of the wind. And you see how the sun moves as you move your head from one side to the other." Now, of course, I didn't understand it at all. I thought, there you are, he's just crazy. But that case remained in my mind. And 4 years later, I came across a paper written by the German historian Dietrich, who had dealt with the so-called Mithras liturgy, a part of the great Parisian sorcerer Papyrus. And there he produced a part of the so-called Mithras liturgy. Namely, it is said there, after the second prayer, thou wilt see how the disk of the sun unfolds. And you will see hanging down from it the tube, the origin of the wind. And when you move thy face to the regions of the east, it will move there. And if you move your face to the region of the west, it will follow you. And instantly, I knew, now this is it. This is the vision of my patient. But how could you be sure that your patient wasn't unconsciously recalling something that somebody had told him? Oh, no, quite out of question, because that thing was not known. It was in a magic papyrus in Paris, and it wasn't even published. It was only published 4 years later after I had observed it with my patient. Jusqu'à la fin de sa vie, Jung a essayé de cerner, de préciser, toujours à nouveau, ce qu'il entendait par inconscient collectif. En quelques mots simples, on peut dire que l'inconscient collectif est, pour Jung, d'abord la matrice créatrice, la réalité d'une énergie indéfinie et active dont montent au conscient les inspirations nouvelles, les intuitions, les créations. Jung a appelé archétype ces tendances naturelles à imaginer, à inscrire dans une forme les instincts et par là à les canaliser
à en limiter l'énergie. Alors, il faut bien préciser que pour Jung, seulement les tendances structurantes sont innées, héritées et transmises, mais certainement pas les images précises qui sont définies par les cultures, par l'histoire et qui varient à l'infini. Lorsque Jung parle de l'inconscient collectif, il ne parle pas du tout d'un inconscient qui serait commun à tout un groupe, ou à tout un peuple, ou à toute une masse, mais ce qu'il désigne, ce sont des structures a priori de cet inconscient, ou de ce qu'il appelle l'âme, en tout point comparable, par exemple, aux catégories logiques de la pensée, qui, bien évidemment, sont les mêmes pour tous les hommes, partout et en tout lieu. À partir du moment où il a défini ainsi l'inconscient collectif, il s'agit aux yeux de Jung, pour tout homme, de négocier justement cet inconscient et de le négocier suivant son chemin et sa voie propre. Ce qui, bien entendu, signifie par là même que l'homme a quasiment un combat à mener contre la masse dans laquelle il est éventuellement aliéné, afin de retrouver son authenticité propre. C'est le processus d'ailleurs que Jung appelle le processus d'individuation, par lequel nous devenons non pas un individu, mais beaucoup plus nous devenons une personne. Qu'est-ce que cela veut dire au juste? C'est-à-dire que, une fois désaliénés de la projection que nous pouvons faire de tous les gens qui nous entourent, de la société dans laquelle nous sommes immergés, nous rentrons dans notre propre intériorité et nous trouvons le véritable centre de notre personnalité. Un centre qui renvoie à ce qu'il y a peut-être de plus impersonnel et qui en même temps nous fonde en tant que personne. How did you first decide to start your work on the psychological types? Was that also as a result of some particular clinical experience? Less so, it was a very personal reason, namely to do justice to the psychology of Freud, also to that of Adler, and to find my own bearings. That helped me to understand why Freud developed such a theory, or why Adler developed his theory, his power principle. Have you concluded what psychological type you are yourself? Naturally, I have devoted a great deal of attention to that painful question, you know. And reached a conclusion? Well, you see, the type is nothing static. It changes in the course of life. But I most certainly was characterized by thinking. I always thought, from early childhood on. And I had a great deal of intuition too. And I had a definite difficulty with feeling. And my relation to reality was not particularly brilliant. I was often at variance with the reality of things. Now that gives you all the necessary data for the diagnosis. Ce qu'il faut bien comprendre à propos des types psychologiques, c'est, contrairement à ce qu'on croit d'habitude, qu'ils ne désignent pas du tout quelque chose de fixe, mais qu'ils varient au fur et à mesure de la vie. On n'est pas forcément tout le temps un extraverti ou un introverti, on n'est pas tout le temps forcément quelqu'un où prédomine la fonction de la pensée ou la fonction de l'intuition ou celle du sentiment. Mais au fur et à mesure de notre développement personnel, nous pouvons passer d'un type à un autre, échanger en quelque sorte les colorations qui sont celles de notre existence. Mais encore plus profondément, pour comprendre vraiment ce que Jung a voulu dire avec les types psychologiques, il faut savoir qu'il est remonté à toute une recherche sur les genres de personnalité qui avait déjà été menée, par exemple par Origène au début du christianisme, ou qu'on le retrouve encore dans tout un certain nombre de réflexions faites par les gnostiques, et puis surtout particulièrement, car Jung y attache une très grande importance, et il en parle longuement, par les considérations de Maître Eckhart sur la manière dont la personnalité s'adapte à notre monde dans la découverte de sa propre intériorité. De ce point de vue, on peut dire que le type introduit plus profondément à l'idée de l'archétype, à condition de comprendre ce mot tel que Henri Corbin l'a lui-même expliqué à propos de Jung, c'est-à-dire que ce n'est pas
un type qui vient d'une préhistoire de l'être humain, c'est beaucoup plus un type qui est sans arrêt à l'origine, mais d'une origine tout le temps prête à se révéler, et que de ce point de vue-là, c'est comme le canal obligé par lequel se manifeste dans notre vie notre vérité intérieure la plus profonde. We need more psychology. We need more understanding of human nature, because the only real danger that exists is man himself. He is the great danger, and we are pitifully unaware of it. We know nothing of man, far too little. His psyche should be studied, because we are the origin of all coming evil. Well, does man, do you think, need to have the concept of sin and evil to live with? Is this part of our nature? Well, obviously. And of a Redeemer? That is an inevitable consequence. This is not a concept which will disappear as we become more rational. It's something which... Well, I don't believe that man ever will deviate from the original pattern of his being. There will always be such ideas. For instance, if you do not directly believe in a personal Redeemer, as it was the case with Hitler, or the hero worship in Russia, then it is an idea. It is a symbolic idea. Lorsque Jung parle du Rédempteur, bien entendu, c'est par rapport à la conception qu'il le développe sur l'existence du mal. À savoir que pour lui, le mal n'est pas simplement une privation de bien, comme on l'a défini d'une manière classique, mais c'est beaucoup plus quelque chose qui existe réellement, qui est là dans notre vie, à quoi il faut s'affronter et qu'il faut, d'une certaine manière, arriver à surmonter. Le Rédempteur, pour lui, c'est une image intérieure qui existe en nous, une image intérieure de la divinité pour certains, s'ils le veulent, mais une image intérieure symbolique qui nous donne notre propre rectitude et qui est comme notre guide spirituel qui nous permet justement de surmonter le mal. Et tout le problème là est qu'il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un phénomène intérieur, que le Rédempteur se trouve dans notre âme, et que surtout il faut éviter, ou il faut prendre conscience qu'il n'est pas au dehors, qu'il ne s'agit pas de projeter cette image dans le monde extérieur, car si on la projette, alors là on tombe dans ce qu'on appelle le littéralisme, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on va croire dans un chef charismatique, on va croire dans un père des peuples, c'est-à-dire que le Rédempteur, en quelque sorte, s'inverse, se diabolise, pour prendre un vocabulaire religieux, et donne lieu, en fait, à toutes les dictatures. I remember you said that death is psychologically just as important as birth, and like it, it's an integral part of life, but surely it can't be like birth if it's an end, can it? Yes, if it's an end. And there we are not quite certain about this end. Because, you know, there are these peculiar faculties of the psyche that it isn't entirely confined to space and time. You can have dreams or visions of the future. You can see round corners and such things. Only ignorance deny these facts. It's quite evident that they do exist and have existed always. Now these facts show that the psyche, in part at least, is not dependent upon these confinements. And then what? When the psyche is not under that obligation to
live in time and space alone, and obviously it doesn't, then to that extent the psyche is not submitted to those laws. And that means a practical continuation of life, of a sort of psychical existence beyond time and space. Bien sûr, nous savons que dans la mort il y a une fin. Mais qu'en est-il de la partie de nous à laquelle il arrive d'expérimenter les phénomènes auxquels il faisait allusion? Cette partie qui, pour le dire encore plus simplement, par sa conscience même de la mort, n'est pas tout à fait prise dans le flux de la vie, dans ses limites. Si nous réfléchissons là-dessus, il n'est plus aussi évident que tout soit soumis au destin de la fin. Et encore, ce noyau de nous-mêmes qui se questionne sur le sens de la vie, ou qui jouit de la beauté, ou qui obéit à sa loi intérieure sans tenir compte des intérêts immédiats. À quoi est-ce qu'il tend? Quel but a-t-il? Eh bien, son but semble d'arriver à la fin physique après avoir élargi tant que possible le niveau de conscience, après avoir exprimé autant que possible sa charge d'amour, de beauté, c'est-à-dire après avoir porté à l'état de réalisation une certaine parcelle d'accroissement de conscience qui n'était au départ que possible. Si les imaginations se traduisent sous forme de dessins, on voit naître des symboles qui appartiennent surtout au type dit mandala. Mandala signifie cercle, et spécialement cercle magique. Les mandalas ne sont pas seulement répandus à travers tout l'Orient, ils sont en outre abondamment représentés chez nous dans des œuvres médiévales. Ce sont en particulier des mandalas chrétiens qu'il faut attribuer au haut Moyen-Âge. La plupart représentent le Christ au centre, avec les 4 évangélistes ou leurs symboles aux points cardinaux. Cette conception doit être très ancienne, puisqu'en Égypte, Horus et ses 4 fils sont figurés de la même manière. On sait qu'Horus, avec ses 4 fils, est en relation très étroite avec le Christ et les 4 évangélistes. On rencontre la plupart du temps une forme de fleur, de croix ou de roue, avec une prédilection marquée pour le nombre 4, qui rappelle la tétractys pythagoricienne, le nombre fondamental. De tels mandalas se trouvent également dans les dessins de sable réalisés à des fins religieuses chez les pueblos. Mais c'est naturellement l'Orient qui possède les plus beaux mandalas, en particulier dans le bouddhisme tibétain. J'ai également rencontré des dessins en forme de mandala chez des malades mentaux, et cela chez des gens qui n'avaient sûrement pas la moindre idée de telle connexion. Les patients eux-mêmes ne peuvent pas dire grand-chose de la signification des symboles en forme de mandala qu'ils produisent. Ils sont simplement fascinés par eux. Je les trouve expressifs et opérants dans un rapport quelconque avec leur état psychique subjectif. You see, the word belief is a difficult thing for me. I don't believe. I must have a reason for a certain hypothesis. Either I know a thing, and when I know it, I don't need to believe it. If I don't allow myself, for instance, to believe a thing just for the sake of believing it, I can't believe it. But when there are sufficient reasons for a certain hypothesis, I shall accept these reasons, naturally, and should say, we have to reckon with the possibility of so-and-so, you know. Well, now, you've told us that we should regard death as being a goal, yes, and that to shrink away from it is to evade life and yes, live life purposely. Yes. What advice would you give to people in their later life to enable them to do this, when most of them must in fact believe that death is the end of everything? Well, you see, I have treated many old people, and it's quite interesting to watch what the unconscious is doing with the fact that it is apparently threatened with a complete end.
it disregards it. Life behaves as if it were going on. And so I think it is better for old people to live on, to look forward to the next day, as if he had to spend centuries. And then he lives properly. But when he is afraid, when he doesn't look forward, he looks back, he petrifies, he gets stiff and he dies before his time. But when he is living on, looking forward to the great adventure that is ahead, then he lives. And that is about what the unconscious is intending to do. Of course, it's quite obvious that we are all going to die, and this is the sad finale of everything. But nevertheless, there is something in us that doesn't believe it, apparently. But this is merely a fact, a psychological fact. Doesn't mean to me that it proves something. It is simply so. For instance, I may not know why we need salt, but we prefer to eat salt too, because you feel better. And so when you think in a certain way, you may feel considerably better. And I think if you think along the lines of nature, then you think properly. And this leads me to the last question that I want to ask you. As the world becomes more technically efficient, it seems increasingly necessary for people to behave communally and collectively. Now, do you think it's possible that the highest development of man may be to submerge his own individuality in a kind of collective consciousness? That's hardly possible. I think there will be a reaction. A reaction will set in against this communal dissociation. You know, man doesn't stand forever his nullification. Once there will be a reaction, and I see it setting in. You know, when I think of my patients, they all seek their own existence, and to assure their existence against that complete atomization into nothingness or into meaninglessness. Man cannot stand a meaningless life. Reconversion inattendue pour 50 Lorrains.